Donc voilà, on était arrivé la fois passée. La seule différence qu'il y a par rapport à la fois passée, c'est que vous pouvez remarquer que le mesh est triangulé. Donc ça c'est important, avant le baking, de bien trianguler son mesh. Puisque si vous laissez des quads, la manière dont Maya... vous savez qu'un quad, c'est... En fait, un quad, il y a un edge qui est caché. D'accord? Et dans le quad, l'edge peut être dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Maya peut interpréter le quad d'une manière différente que l'exporteur en OBJ. Donc si vous bakez une normal map sur un objet avec une certaine triangulation, un OBJ avec une certaine triangulation, peut-être que ça ne va plus correspondre avec le mesh triangulé comme Maya le ferait. Je vais vous montrer un petit peu l'importance de la triangulation. Donc là, on a le mesh avec sa normal map. Et regardez par exemple ce rivet-ci. Alors pour trianguler, c'est dans mesh triangulate ici. Et si vous voulez, vous pouvez aller dans Edit Mesh, Flip Triangle Edge pour voir, changer l'orientation. Donc pour bien voir l'importance de la triangulation, regardez, je sélectionne cet edge ici, et puis je vais flipper l'edge. Vous voyez que la normale ne fonctionne pas du tout de la même manière, la normal map. D'accord? Donc on voit que dans ce sens-là, ça a été baké pour cette triangulation-là. Et donc là, on a le rivet qui est bien centré, on a les bords qui sont consistants, les bords de la ceinture. Si je flippe l'edge, eh bien on voit que le rivet n'est plus centré et que les bords ne sont plus alignés non plus. Donc, une normal map, retenez bien ça, correspond à un mesh triangulé. Si vous changez la géométrie, la normal map, même si vous ne changez pas les UV, si vous changez la géométrie mais que vous gardez vos îlots d'UV, etc., la normal map ne va plus correspondre. Elle correspond à ce pourquoi elle a été bakée. D'accord? Donc c'est pourquoi on triangule avant de faire le baking. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la partie pour laquelle on veut baker la normal map, et on fait un file export selection, et on va baker en OBJ avec ces options. On fait un export selection, et on va aller dans le dossier de travail, et là on exporte, eh bien là c'est le low body. Important de bien mettre les préfixes de ce que vous exportez, puisque maintenant on a des high, on a des mid, on a des low, il faut pouvoir identifier ce que vous avez exporté. On va faire la même chose pour les bras. Et on va faire la même chose pour le masque. D'accord? Donc là, on a exporté tous nos lots. Donc souvenez-vous, dans notre répertoire baking, on avait déjà exporté une série d'objets high poly. Maintenant, on vient d'exporter les low poly. D'accord? Donc on a nos éléments qui sont prêts pour le baking. Et pour le baking, donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Xnormal. Et donc Xnormal c'est quoi? Eh bien c'est un outil qui permet de projeter des informations qui viennent d'un modèle high poly sur un modèle low poly. Qu'est-ce que ça peut baker? Plein d'informations. Regardez donc dans Baking Options, vous avez ici
tous les types de maps que vous pouvez rendre. Donc vous avez une vingtaine de types d'informations différentes, dont les normal maps, dont les ambient occlusion, dont les curvatures, c'est ce qu'on va utiliser. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses qu'on peut béquer. On verra en Q2 qu'on va béquer d'autres types d'informations que ce que je viens de mentionner ici. Comment ça marche? Donc, si votre X normal a déjà été utilisé, il risque de déjà y avoir des choses dans les onglets High Definition et Low Definition Mesh. Donc, vous pouvez faire un Clear All Mesh pour commencer. Alors, dans le High Definition Mesh, eh bien, c'est là qu'on va rentrer les modèles haute définition. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on clique sur le bouton High Definition, on fait un clic droit sur la ligne blanche ici, et on fait Add Mesh. Et là, on va dans le dossier de travail, et on peut sélectionner plusieurs High Poly en même temps pour les insérer dans l'onglet High Definition Mesh. D'accord? Et là, on voit que tous les High Poly sont actifs, et ils sont tous rentrés dans le menu High Definition. Pour le menu Low Definition, on peut faire la même chose, Add Mesh, et rentrer tous les Low Poly dans le Low Definition Mesh. On ne va utiliser que les 3 premiers boutons. Vous allez voir que, avec les paramètres par défaut, pour ce qu'on veut faire, on va déjà pouvoir aller assez loin, pas besoin d'aller chercher d'autres outils qui y a plus bas. Donc là, on a inséré nos données. Maintenant, on va commencer par béquer des normal maps. Donc, dans les maps to render, vous ne cochez que normal map. Et dans les options, eh bien, vous le mettez par défaut. Donc, c'est en Y+, qu'on va béquer pour commencer. Et on va béquer une série de petites maps de test, puisque on va utiliser normal map pour régler toute une série de problèmes. Vous allez voir que si on laisse tout par défaut comme ça, ben, il y aura des problèmes quand même. Donc on va venir quand même setuper 2-3 trucs pour régler les problèmes. Et pour ne pas que ça prenne trop de temps, ben, on va tout régler sur une petite normal map rapidement calculée. Et puis après, on pourra calculer à la volée les autres maps. Donc première chose ici, on va déterminer en cliquant ici l'endroit où on veut béquer la normal map et quel préfixe on va utiliser pour nos maps. Donc ici, par exemple, ce sera... On va commencer par béquer le corps, donc je vais mettre body. Et là, on détermine le format TGA. Donc là, maintenant, le chemin d'accès a changé, et vous voyez que j'ai un body.tga dans la ligne de chemin. Les maps ne vont pas s'appeler body.tga, ce sera un préfixe. Donc ce sera body underscore normal, body underscore occlusion, et ce genre de choses là. Le edge padding, vous pouvez le laisser par défaut. Par défaut, c'est 16. On verra pourquoi on met 22 après. Et la taille de map, on va commencer par béquer des 1024. Donc ce sont les petites maps qu'on va faire pour faire les tests. On coche normal map, et dans anti-aliasing, on va mettre une fois. Ça veut dire que au départ, eh bien, le temps de calcul va être optimal, vu que c'est une petite map avec peu d'anti-aliasing dessus. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez cliquer sur Generate Map. Et après quelques temps de calcul, ben, voilà ce qu'il trouve comme solution. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de béquer tous les low poly sur tous les high poly. D'accord? Puisqu'on a rentré tous les low poly et tous les high poly par défaut. Maintenant, on va procéder pas à pas, justement, pour ne pas avoir toute cette masse d'informations et cette masse d'erreurs à gérer. D'accord? Donc, première chose qu'on va faire, c'est dans les low poly, on va commencer par béquer rien que le body. Donc, on peut décocher arms, on peut décocher mask, et dans les high definition mesh, eh bien, on peut décocher les bras et le masque aussi. C'est-à-dire que pour le body, eh bien, je vais avoir jacket, legs et torso qui vont être béqués sur un seul low poly, le low body. Ok? Une fois que c'est fait, eh bien, vous régénérez la map. Donc là, vous voyez que ça a été beaucoup plus vite puisqu'il y avait moins de choses à processer.
Et on va regarder un petit peu la map dans Photoshop, pour voir un petit peu ce qui se passe de plus près. Donc dans votre dossier de travail, vous voyez qu'il a béqué maintenant une body underscore normale. Et dans Photoshop, on peut un peu observer ce qui se passe. Alors, vous voyez ici qu'il y a un débord autour de chaque îlot d'UV. Ça, c'est normal. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fameux padding. D'accord? L'edge padding de 16 pixels sur une map de 1024. Eh bien, ça donne ce genre de débord qu'on a ici. Donc, c'est normal d'avoir des effets de pixels étirés. Ça, c'est pas un bug. Il ne faut pas essayer de cleaner ça, c'est normal, c'est fait pour que, justement, la normal map se comporte correctement aux coutures du V. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas normal? Eh bien, regardez ici, on voit qu'à l'intérieur d'un îlot du V, on a une espèce de géométrie qui est en surimpression chiffonnée. Ça, c'est un bug typique, qu'on va pouvoir solutionner avec une manipulation très simple. Un autre bug typique, c'est celui-ci, où on voit la géométrie de la jambe qui transparaît au travers du pantalon. On peut voir le même effet ici avec à la ceinture, où on a le corps nu qui vient transparaître à l'intérieur de la ceinture. D'accord? Alors, ces deux effets, donc l'effet de géométrie chiffonnée en surimpression et de géométrie qui passe, qui est censée être à l'intérieur dans le modèle Alpoli et qui passe à l'extérieur, ça va être corrigé comment? Donc, comment est-ce qu'on va corriger ces deux types de bugs? Eh bien, c'est très simple. Xnormal aime bien quand on travaille à la taille des unités, on va dire, d'Xnormal, dans l'environnement d'Xnormal. Ok? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé dans Maya aux unités de Maya pour que le personnage fasse plus ou moins 1m80. D'accord? On a aussi préparé le travail pour que ce soit correct dans ZBrush et que ça corresponde à ce qu'on avait dans Maya au niveau de la taille. Maintenant, quand on travaille à cette taille-là dans Maya, c'est 4 fois trop grand pour les unités d'Xnormal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans High Definition Mesh, vous voyez que vous avez une colonne qui s'appelle Mesh Scale. Ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, de scaler à 0.25 tous les meshs qui sont dans la colonne, dans l'onglet High Poly. Et donc, là maintenant, on conforme la taille du mesh qu'on avait dans Maya à l'environnement d'Xnormal. Attention, et je dis bien vraiment faites attention à ça, si vous changez la taille de votre High Poly, pour que votre Low Poly soit toujours aligné, il faut bien sûr aussi aller ajouter la même taille d'échelle dans les Low Poly, le Mesh Scale des Low Poly. On verra que quand on importe un nouveau Low Poly dans la liste, par défaut, il met le Mesh Scale à 1. Donc si on veut que ce soit correct, eh bien, il faudra ajuster cette partie-là aussi. D'accord? Donc on continue. Maintenant, on va générer une nouvelle map. Voilà la nouvelle map. On va l'ouvrir dans Photoshop. Et on va comparer dans le PSD. Donc il a écrit sur la normale, je vais faire glisser ça ici. Et on va voir, donc rien qu'en changeant le scale, la différence entre les deux. Eh bien regardez ici au niveau de cet îlot-ci, voilà le nouveau bec, voilà l'ancien bec.
D'accord? Donc rien qu'en changeant le scale, on a rectifié le problème de géométrie chiffonnée qui venait se mettre en surimpression. Maintenant, on va regarder au niveau du pantalon ou de la botte, je ne sais pas, et de la ceinture. Eh bien, on voit que il n'y a plus non plus d'éléments qui viennent s'afficher en surimpression non plus. D'accord? Donc ça, c'est quand on travaille dans l'environnement, les unités de l'environnement d'Xnormal. Les paramètres par défaut font vraiment déjà un bon boulot. Maintenant, il reste un autre problème à régler. Ce sont les pétouilles qu'il y a ici au niveau du ventre. Et là, je vous ai expliqué l'intérêt, en fait, de diviser votre mèche en high poly, en fait, de l'exporter en plusieurs éléments. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va profiter de ça pour baker séparément différents éléments du corps. Et là, on va extraire la jaquette, donc la veste, et baker ça séparément. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, ici, dans Maya, dans mes UV, ici, je vais mettre en mode UV, sélectionner la shell d'UV et transformer ça en face pour pouvoir faire un extract. Attention, je rappelle, quand on fait un extract, il fait toujours des trucs un peu pourris. Donc, detail history, déparenter les surfaces extraites et supprimer le node supplémentaire. Et donc là, maintenant, on se retrouve avec deux objets au lieu d'un seul. D'accord? On a l'objet corps et l'objet jacket. Eh bien, l'objet corps, on va le réexporter sur l'ancien low body. Donc on met à jour l'ancien low body. Et la jacket, eh bien, on va créer un nouvel objet low qui va s'appeler low jacket. Ok? Donc maintenant, ça me permet de faire quoi? Eh bien, ça me permet, dans Xnormal, dans mes low poly, de venir rajouter un add mesh qui sera le low jacket. Ok, donc là j'ai un low jacket. Automatiquement, le low body est mis à jour parce qu'il va le rechercher là où je l'ai enregistré. Je mets le mesh scale du low jacket à 0,25 pour qu'il soit à la bonne taille du reste. Et dans mon baking, eh bien maintenant je peux supprimer le low jacket du baking du low poly. Et dans mes high poly, je peux supprimer le high jacket. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux exporter le high poly en plus de morceaux, quitte à les rassembler ici, vu qu'on peut en baker plusieurs en même temps, que faire l'inverse, c'est impossible. Si vous exportez votre high poly en un seul morceau, vous ne pourrez pas le subdiviser ici, même si vous en avez besoin. D'accord? Et donc maintenant, on va régénérer la map. Et donc évidemment, on ne voit plus la jaquette dans la normal map, vu que les UV ne sont plus pris en compte, ni le high poly. Mais on va quand même voir ce que ça donne dans Photoshop. Eh bien, on voit que le dernier bake a corrigé les autres problèmes à l'intersection entre la jaquette et le corps, ici à l'intérieur du corps. Et on va baker aussi la jaquette séparément. Donc maintenant, je cache tous les highs sauf la jaquette. Et dans les lots, je coche le lot jacket. Attention, quand vous faites ça, vous n'êtes plus en train de baker le body, donc il faut venir rechanger le nom ici en jacket. Et vous pouvez générer la nouvelle... non. Évidemment, ça va très vite puisqu'il y a très peu de choses à baker. Et donc dans Photoshop, qu'est-ce qu'on obtient?
on a le lot jacket maintenant qui se trouve, le jacket normal qui se trouve ici. Et avec... Donc là, on rajoute la partie jacket. Et si on compare maintenant ce qu'on avait avant, on voit qu'on a supprimé une série de problèmes qui venaient ici sur le corps. Maintenant, une fois qu'on a corrigé les problèmes, eh bien, on va regarder sur le modèle pour voir ce que ça donne. Donc ceci, je vais le sauver en TGA. C'est ma map de test normale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est dans Maya, on va afficher la normal map pour voir un peu ce que ça donne. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va ouvrir l'Hypershade. Je vais repartir à 0, donc je vais supprimer... Je vais créer un nouveau Blin. Ok, donc je crée un nouveau Blin. Et je fais passer le Blin, le graphe du Blin dans la Workary. Ok, donc là j'ai le graphe de mon Blin. Ensuite, je vais prendre ici la map de test qui s'appelle test normal. Celle que je viens de sauver de Photoshop. Et on va brancher le hot color de la map de test, qui est la normal map, sur la normal caméra. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien on peut sélectionner les objets, et avec un clic droit, on va assigner le nouveau shader aux objets sélectionnés. D'accord? Et là, on voit que, eh bien, on a l'objet qu'on vient de béquer, les deux objets qu'on vient de béquer. Eh bien, on a la normal map qui est en 1024. Hein, donc, pour le moment, c'est encore une normal map qui est assez basse définition. Et il n'y a pas encore d'anti-aliasing. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la jointure et de l'intersection entre plusieurs objets, eh bien, on a un résultat qui est assez pourri, mais on voit que ça fonctionne bien. Et on a bien un bord bien clean entre le ventre et la jaquette, et on n'a pas de problème de pli ou d'intersection ou de pétouille, etc. D'accord? Attention, pour afficher la normal map, il faut avoir le numpad 6 affiché, puisque le 1 c'est pour le wireframe, le 2 c'est pour le flat shading, le 6 pardon, c'est pour... Enfin, le 4 c'est pour le wireframe, le 5 pour le flat shading, le 6 pour les textures. Autre chose, dans les paramètres de rendu de la scène, dans le renderer ici, il faut être en Legacy High Quality Viewport. Dit Jean, dans Xnormal, si vous êtes planté et que vous avez oublié de mettre la bonne échelle sur les objets que vous voulez béquer. Donc ici par exemple je laisse à 1 dans le lot poly. D'accord? Ce qui peut arriver quand vous changez d'objet ou quoi que ce soit, ça va vous faire un rendu typique. C'est-à-dire soit rien du tout, soit des gros carrés multicolores. D'accord? Donc si vous avez ce genre de rendu là, eh bien vous savez que vous avez un problème d'échelle ou un problème de correspondance entre votre lot et votre high. Et là c'est au niveau de vos fichiers qu'il faut vérifier si c'est bien aligné, si c'est les bons fichiers, les bons exports, les bons persos. C'est pour ça qu'il faut être super rigoureux quand vous nommez vos dossiers, vos fichiers, pour savoir chaque fois ce qui correspond à quoi. Si vous plantez là-dedans, ben, vous allez avoir des résultats pareils et ça peut arriver.
C'est comme ça qu'on apprend. La suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fois que vous avez testé votre map et qu'elle fonctionne, eh bien, vous béquez la map finale. Quels sont les paramètres de baking pour la map finale? Eh bien, on va béquer du 2048 par 2048. On va faire un edge padding de 22. Pourquoi est-ce qu'on fait un edge padding de 22? J'avais expliqué ce qu'était le padding et à quoi ça servait par rapport au mipmap. Maintenant, en 2048, j'ai besoin d'un padding de 20 dans Photoshop. La manière dont Xnormal et Photoshop gèrent le padding n'est pas le même. Et pour être sûr d'avoir un padding de 20 dans Photoshop, il faut que je le mette à 22 dans Xnormal. C'est pour ça qu'on a un padding de 22 ici. Le 22, c'est lié à la taille de l'image, donc 2048. Au niveau des paramètres, on va mettre l'anti-aliasing en 4 fois. Donc la map va prendre nettement plus de temps à être calculée. Et maintenant que les paramètres sont bons, eh bien on peut non seulement béquer une normale, mais on va béquer aussi une ambient occlusion avec les paramètres par défaut. Et on va béquer une curvature map ici tout en dessous, avec les paramètres par défaut, mais avec du tone mapping en monochrome. D'accord? Donc ici, vous mettez monochrome au niveau du... Ok? Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous générez vos maps et il va générer toutes les maps en même temps. Maintenant, sur les machines de l'école, ça prend des plombes. Donc je vais juste vous montrer la normal map pour qu'on voit la qualité. Et donc on va voir la différence de résultats au niveau de la normal map. Donc ça c'est la map 2024 sans anti-aliasing. D'accord? Et on va brancher maintenant dans l'outliner. Alors je vais essayer. Donc ici je vais brancher la nouvelle map. Donc regardez bien regardez la différence ici à l'écran. Attention, regardez, hop. D'accord? Donc là, on a la différence entre la map 2024 sans anti-aliasing avec la différence avec la map de 2048 avec l'anti-aliasing 4 fois. Et là, on voit que, eh bien, il n'y a plus aucun problème et que tout est bien clean. Donc c'est ça que je vous propose de béquer. Donc il se peut que vous rencontriez des problèmes du genre les doigts qui se béquent les uns sur les autres s'ils sont trop larges. C'est pas le cas pour les miens, mais ça pourrait être le cas pour les vôtres. Eh bien on peut amener un nouveau type de données dans Xnormal, ça s'appelle des bloqueurs. Alors le bloqueur c'est quoi? Eh bien ce sont des pièces de géométrie. Ici pour me faciliter la tâche, je vais mettre cet objet-là en live, histoire de pouvoir créer un polygone de type plane directement sur le doigt ici. Et puis alors je désactive l'objet live pour pouvoir placer le plane et tirer. Alors qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Voilà. Il y a une chose à laquelle il faut vraiment veiller quand vous faites ça, c'est qu'une fois que vous avez placé vos différents planes, eh bien on va les grouper. Donc c'est dans Mesh Combine. Ici on va nettoyer ça avec un Delete History. Et très important, vous devez faire un Freeze Transform. Et être sûr que le pivot soit bien en 0. Si le pivot n'est pas en 0, et qu'il y a encore des valeurs de transform, eh bien Xnormal ne va pas mettre les planes entre les doigts dans Xnormal. Ils vont être quelque part dans l'univers, mais on ne sait pas où. Et donc ils n'auront aucun effet. Donc on va exporter ceci. Ça va s'appeler bloqueur arms.obj.
Et dans Xnormal, on va rajouter les bloqueurs dans le low poly. On fait un clic droit sur le low arms et on a ici un browse blocker files et on vient rajouter les blocker arms. Et dans la liste, on voit ici que dans blocker file, on a bien le blocker arms.obj. Ensuite, on régénère la normale et il tient compte des bloqueurs pour bloquer les rayons. Donc vous pouvez utiliser ça encore une fois pour l'entrejambe, le creux du bras, entre les doigts, entre le col et le cou, entre les cheveux et le dos. Ça dépend de vos objets et de ce qu'il faudra utiliser. Vous n'êtes pas obligé de faire des planes tout plats, vous pouvez faire des formes géométriques courbées avec plus ou moins de définition. C'est un objet géométrique qui vient bloquer les rayons. D'accord ? Donc maintenant, on va passer dans Photoshop. Mais pour passer dans Photoshop, eh bien, on a besoin d'exporter une donnée de Maya. Pour ça, on va sélectionner tous les objets, aller dans Windows UV Editor. Et vous allez ici dans Polygone, et tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle UV Snapshot. Eh bien, ici, grâce à ça, vous allez pouvoir faire une impression de votre wireframe à la taille souhaitée. Donc ici, ça s'appelle Carac Demo underscore wireframe. D'accord, vous cliquez Save, donc ça c'est le file name et l'output en 2048 par 2048 et vous mettez bien ici en TGA. Et c'est seulement quand vous cliquez sur OK qu'il génère la map et il vous l'écrit ici en bas de l'écran. D'accord? Qu'est-ce que ça donne en fait comme résultat? Eh bien, ça donne ceci. D'accord? C'est le wireframe en 2048 par 2048 et c'est un guide qu'on va utiliser pour le texturing, pour savoir si tout est bien en place et si tout est logique. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on peut dupliquer le background, enfin double-cliquer sur le background pour en faire un layer normal. On va inverser les couleurs, CTRL-I, et on va mettre ça en multiply. Ça veut dire que maintenant, chaque fois qu'on va venir en dessous de ce layer-là, pour faire de la couleur ou quoi que ce soit, eh bien on aura toujours le trait en multiply qui va venir par-dessus pour nous assurer qu'on a bien suivi les guides. On va appeler ça W comme wireframe. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Toujours à partir du rendu des wireframes, on va prendre le lasso et sélectionner la partie blanche qui englobe, qui est sur le pourtour de tous les îlots. D'accord? Donc, clic avec la baguette magique là autour. On fait un CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Et dans un layer qu'on va mettre tout en dessous de notre pile de layers, eh bien, on va remplir de noir. Et on va appeler ça les zones. D'accord? Et les zones, ça va servir à quoi? Eh bien, avec la baguette magique, on va pouvoir rapidement venir sélectionner les zones et les différentes zones pour les masquer, pour justement venir recomposer nos différents backings avec un padding sur la sélection, etc. Donc on a deux layers de travail, un pour les repères, le wireframe, et un avec des zones pour avoir les zones de pourtour des différents îlots, des différents clusters d'UV. Qu'est-ce que ça donne au niveau du baking? Eh bien, dans Photoshop, on va ouvrir les différentes choses qu'on a backées. Donc là, je suis dans le même cas de figure que ce que je viens de vous montrer. J'ai
mes zones, j'ai mon wireframe. Et ici, dans un dossier normal, eh bien, j'ai mes différentes petites sections de normal map béquées séparément qui viennent composer la normal map. C'est ça que tu demandais en fait. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on vient rajouter le layer de la normal map. On vient ici dans les zones chercher l'îlot qui correspond, ou les îlots qui correspondent. Et on va ici dans Select, Modify, Expand. Et là, on fait un expand de 20 pour avoir notre padding de 20. Et avec cette sélection-là, on vient créer un masque de fusion. Pareil pour la jacket. On importe le corps, on fait pareil pour le corps. Et puis, on importe le bras et on fait pareil pour le bras. Et la composition de tous ces morceaux béqués séparément font la totalité de la normal map. D'accord? Pareil pour la curvature. Donc là, on a le fond gris 50%, sur lequel on vient placer tous les éléments de curvature. On récupère les masques, vous voyez que c'est les mêmes masques que pour la normal map. C'est les mêmes backings, donc c'est les mêmes masques. Et on vient faire la curvature. Et là, vous voyez que la curvature map, c'est quoi? Eh bien, c'est une map avec comme neutre du gris 50%. Et pour tout ce qui est fosse, eh bien, j'ai du foncé. Et pour tout ce qui est boss, j'ai du clair. Avec une intensité différente en fonction de l'intensité du modelé. D'accord? Donc ça, c'est pour la curvature. Là-haut, pareil, elle est composée de mes différents becs qui sont masqués toujours par les mêmes masques. Et là, là-haut, eh bien, c'est dans les endroits où la lumière ne vient pas, eh bien, j'aurai du noir. Et partout où la lumière peut arriver, par du rebond ou quoi que ce soit, je vais avoir du blanc. Et ce sont les trois maps que nous béquons. Donc on béque une AO, une curvature et une normale. Ce sont les paramètres de XNormal que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Donc dernière ligne droite, comment est-ce qu'on va construire la diffuse là-dessus? Donc regardez bien. Donc on commence avec un calque en gris 50%, par-dessus lequel on va placer la map de curvature en overlay, donc en incrustation, 60%. Par-dessus tout ça, on met la map DAO en multiply, donc en produit 55%. Et là, on se retrouve dans le même cas de figure que pour le cours de concept où on a vu comment colorier des images en niveau de gris. Ok. Et donc avec des courbes de transfert de dégradé, eh bien on va faire les couleurs de peau, de cuir et les différentes couleurs qui vont composer l'image. Et puis on peut faire des variations de couleurs avec des U saturation, toujours avec des layers de contrôle et des masques. Donc ici ce qu'on va faire, c'est peindre des masques qui vont délimiter les différentes zones de couleurs. Et pour pouvoir faire les masques, eh bien, il suffit d'avoir la normal map affichée et de suivre les repères de votre normal map pour faire tous vos masques. D'accord? Et tous ces masques-là vont vous permettre de venir faire les différentes teintes. Et pour l'œil, c'est juste un globe de base avec quelques effets de lumière. D'accord? Et voilà le travail. Donc vous voyez que pour ce personnage-ci, on fait quelque chose d'assez simple. Donc on va sauver la diffuse en TGA, on va sauver la normale en TGA,
Et puis, on va venir ici dans Maya. Avec la diffuse finale et la normale finale. La diffuse, on va mettre le odd color dans le channel color. Et pour la normale, eh bien on met le odd color dans le normal caméra. Et on assigne donc le shader à l'objet. D'accord, donc ça c'est le shader assigné à l'objet. Maintenant on peut travailler un peu sur l'ambient color du shader. Encore faut-il avoir sélectionné le bon. Donc on peut modifier l'ambient color pour avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Et on peut jouer aussi sur l'effet de spécularité. Et si vous voulez, vous pouvez même colorer légèrement votre ambient pour avoir le résultat. Et il y aura moyen de refaire la même chose dans Unity. Au niveau des ressources, donc dans NetJV Prof Mellar ressources, donc j'ai rajouté le fichier PSD de texture que je viens de vous montrer avec les différents layers. Le carac démo, donc c'est le modèle final avec les UV, avec la géométrie pour avoir une référence. Les deux TGA définitifs, donc la diffuse et la normal map, et le baking de la curvature et de là-haut. Comme ça, vous avez aussi une référence pour les différents bakes. N'oubliez pas que vous avez vraiment toutes les données ici pour déjà pouvoir avancer le projet. Vous avez le carac protoskin, ceux qui veulent avancer. N'hésitez pas à aller prendre les données qui sont de ressources pour pouvoir travailler, tester des trucs chez vous. Ok ?